Le 22 septembre 2022, une image satellite de routine de la région de Camargue révélait quelque chose d'extraordinaire. 15 ans après la disparition mystérieuse de 5 touristes allemands et de leur guide français, la technologie moderne venait de dévoiler un secret enfoui sous les sables du delta du Rhône. Ce que les enquêteurs découvrirent en creusant à l'endroit indiqué par le satellite dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Comment 6 personnes avaient-elles pu disparaître sans laisser de traces dans une région pourtant bien connue des autorités? Et surtout, que révélait cette structure souterraine cachée depuis des décennies sous le désert de Camargue? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. L'histoire que nous allons vous raconter commence en 2007 dans l'une des régions les plus sauvages et préservées de France, la Camargue. Ce territoire unique, situé dans le delta du Rhône, entre les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, s'étend sur près de 150 000 hectares de marécages, d'étangs salés et de terres semi-arides. La Camargue est un écosystème exceptionnel, classé réserve de biosphère par l'UNESCO, où cohabitent plus de 400 espèces d'oiseaux, notamment les flamants roses qui font la renommée mondiale de la région. Au cœur de ce paysage à la beauté sauvage et parfois hostile, se trouve Sainte-Marie-de-la-Mer, commune de 2400 habitants qui vit principalement du tourisme et de l'élevage de taureaux et de chevaux camarguais. C'est dans cette petite ville que vivait Antonin Mercier, un homme de 38 ans qui avait fait de sa passion pour la nature son métier. Antonin était un biologue marin diplômé de l'université de Montpellier. Mais il avait choisi de quitter le monde académique pour devenir guide naturaliste. Depuis plus de 10 ans, il organisait des excursions pour des groupes de scientifiques, d'étudiants et de passionnés de nature venus du monde entier pour découvrir les merveilles de la Camargue. Grand, mince, avec des cheveux châtains toujours ébouriffés par le Mistral et des yeux verts perçants, Antonin connaissait la région comme sa poche. Il parlait couramment l'allemand et l'anglais, ce qui lui permettait d'accueillir une clientèle internationale. Sa réputation dépassait les frontières françaises. Les universités européennes recommandaient régulièrement ses services pour leurs étudiants en biologie ou en écologie. Antonin était particulièrement reconnu pour ses connaissances exceptionnelles sur les migrations aviaires et les écosystèmes aquatiques de la région. Il avait publié plusieurs articles dans des revues spécialisées et collaborait occasionnellement avec la Réserve naturelle nationale de Camargue pour des projets de recherche. C'est ainsi qu'au début du mois de septembre 2007, Antonin reçut un appel de Klaus Weber, un ingénieur allemand de 45 ans travaillant pour une entreprise d'énergie renouvelable à Munich. Klaus avait entendu parler d'Antonin par l'intermédiaire d'un collègue qui avait participé à l'une de ses excursions l'année précédente. Il souhaitait organiser un voyage d'études de 3 jours en Camargue pour un petit groupe d'amis passionnés d'ornithologie. Le groupe était composé de Klaus Weber et de sa femme Ingrid, également âgée de 42 ans et professeur de biologie dans un lycée de Munich. Ils étaient accompagnés de Hans Müller, un photographe animalier de 35 ans spécialisé dans les oiseaux migrateurs, de Greta Fischer, une jeune femme de 29 ans qui préparait un doctorat en écologie à l'université de Berlin, et de Stefan Hoffmann, un ornithologue de 52 ans récemment retraité qui avait consacré sa vie à l'étude des échassiers européens. Tous étaient des passionnés confirmés, avec des années d'expérience dans l'observation ornithologique. Ils avaient déjà voyagé ensemble en Espagne pour observer les migrations dans le détroit de Gibraltar et en Hongrie pour étudier les oiseaux du lac Balaton. Cette fois, ils voulaient documenter la migration automnale en Camargue, particulièrement celle des flamants roses qui se préparent à rejoindre leur quartier d'hiver en Afrique du Nord. Klaus avait été très précis dans ses exigences lors de sa conversation téléphonique avec Antonin. Le groupe souhaitait accéder aux zones les plus reculées de la Camargue, loin des sentiers touristiques habituels.
Ils voulaient observer et photographier les oiseaux dans leur environnement naturel, sans la présence d'autres visiteurs qui pourraient les déranger. Stefan Hofmann, en particulier, espérait compléter ses recherches sur les variations comportementales des flamants roses en période de migration. Antonin accepta immédiatement cette mission. Ce type d'excursion correspondait exactement à sa spécialité, et il appréciait de travailler avec des groupes de vrais connaisseurs plutôt qu'avec des touristes occasionnels. Il proposa un itinéraire de 3 jours qui permettrait au groupe de découvrir les sites les plus remarquables de la région. Les étangs du Vacarès, les marais de la Grande Palissade et les zones les plus sauvages du delta, accessibles uniquement en véhicule tout-terrain. Le programme prévoyait de partir le matin du 15 septembre 2007 depuis Sainte-Marie-de-la-Mer pour une première journée d'observation dans les étangs proches du village. Le deuxième jour serait consacré à l'exploration des zones centrales de la réserve avec une nuit de camping sauvage autorisée dans une zone spécialement délimitée par les autorités du parc. Le troisième jour, il pénétrerait dans les secteurs les plus isolés de la Camargue orientale, là où les flamants roses se rassemblent avant leur grand départ vers l'Afrique. Klaus et son groupe arrivèrent à Sainte-Marie-de-la-Mer le jeudi 14 septembre, en fin d'après-midi. Ils avaient réservé des chambres à l'hôtel de la plage, un établissement familial tenu par la famille Gardian depuis 3 générations. Marie Gardian, la propriétaire, se souvenait parfaitement de ce groupe d'Allemands qu'elle décrivait comme très polis et passionnés par les oiseaux. Ils avaient passé la soirée à étudier des cartes de la région avec Antonin dans le petit salon de l'hôtel, planifiant méticuleusement leur itinéraire du lendemain. Le vendredi 15 septembre 2007, le soleil se leva sur une journée qui semblait parfaite pour l'observation ornithologique. La météo annonçait un temps clair, avec une légère brise de nord-ouest, idéale pour l'activité des oiseaux. Antonin retrouva le groupe allemand à 7 heures précises devant l'hôtel, comme convenu la veille. Il était arrivé avec son véhicule habituel, un Toyota Land Cruiser de couleur beige, spécialement aménagé pour les excursions en Camargue. Le véhicule, immatriculé 13 AAZ 75, était équipé de sièges supplémentaires, d'un système de climatisation renforcé, de réservoirs d'eau potable et d'une trousse de premiers secours complète. Antonin y avait également installé des supports pour télescopes et appareils photo, ainsi qu'un système de communication radio pour rester en contact avec les autorités du parc. Klaus Weber avait apporté un équipement photographique impressionnant. 2 appareils reflex numériques avec des objectifs de 400 et 600 mm, un trépied en carbone et plusieurs batteries de rechange. Hans Müller, le photographe professionnel, transportait un matériel encore plus sophistiqué, incluant un téléobjectif de 800 mm et un système de déclenchement à distance. Greta Fischer avait son carnet de terrain et son équipement de prélèvement d'échantillons d'eau pour ses recherches de doctorat. Stefan Hofmann, l'ornithologue retraité, ne se séparait jamais de ses jumelles Zeiss et de son carnet d'observation qu'il tenait depuis plus de 30 ans. La première journée se déroula exactement comme prévu. Le groupe visita d'abord l'étang du Fangassier, où ils observèrent plusieurs centaines de flamants roses en activité de nourrissage. L'ambiance était excellente, chacun partageant ses connaissances et son expérience avec les autres. Antonin était impressionné par le niveau d'expertise du groupe, particulièrement par les observations pointues de Stefan Hofmann, qui remarquait des détails comportementaux que peu de gens auraient perçus. Vers midi, ils s'installèrent près de l'observatoire de la Capelière pour déjeuner. Marie Gardian leur avait préparé un pique-nique traditionnel avec des spécialités locales, bulles de Camargue, télines et riz rouge cultivés dans la région. Le groupe était enthousiaste. Greta Fischer prenait des notes détaillées sur les espèces observées, tandis que Hans Müller montrait fièrement les photos qu'il avait prises le matin même. L'après-midi fut consacré à l'exploration des roselières du étang du Vacarès. Ils eurent la chance d'observer une parade nuptiale tardive de flamants roses, un spectacle rare à cette période de l'année.
Stefan Hoffmann expliqua que ce comportement inhabituel pourrait être lié aux variations climatiques récentes qui perturbaient les cycles migratoires traditionnels. En fin de journée, vers 18 heures, ils regagnèrent Sainte-Marie-de-la-Mer. Le groupe dîna ensemble dans un restaurant du port, le Pescadou, où ils planifièrent la journée du lendemain avec Antonin. La conversation était animée, chacun partageant ses impressions et ses découvertes de la journée. Le patron du restaurant, Jean-Claude Ferrer, se souvenait de ce groupe d'étrangers très sympathiques qui parlaient sans arrêt d'oiseaux. Le samedi 16 septembre, le départ était prévu plus tôt, à 6h30, pour profiter de l'activité matinale des oiseaux. Cette deuxième journée devait les mener vers les zones plus reculées de la Camargue, avec une nuit de camping dans la réserve intégrale. Antonin avait obtenu les autorisations nécessaires auprès de la direction du parc naturel régional de Camargue pour accéder à ces secteurs habituellement fermés au public. Le groupe quitta l'hôtel à l'heure prévue, emportant avec eux l'équipement de camping fourni par Antonin. Tentes, sacs de couchage, réchauds et provisions pour 24 heures. Marie Gardiane les vit partir depuis la fenêtre de la réception et nota qu'ils semblaient tous de très bonne humeur, impatients de découvrir les zones les plus sauvages de la région. La matinée du samedi se déroula parfaitement. Ils traversèrent d'abord les zones cultivées de riz au nord de Sainte-Marie-de-la-Mer, où ils observèrent de nombreuses espèces d'échassiers en train de se nourrir dans les rizières inondées. Puis ils prirent la direction de l'est, vers les secteurs les plus isolés de la Camargue, accessibles uniquement par des pistes non goudronnées. Vers 11 heures, ils atteignirent une zone marécageuse particulièrement riche, située à environ 15 kilomètres au nord-est de Sainte-Marie-de-la-Mer. Antonin connaissait cet endroit depuis des années. Un ensemble d'étangs temporaires entourés de tamaris et de salicornes, où se concentraient de nombreuses espèces d'oiseaux pendant les migrations. L'accès se faisait par une piste de terre battue qui serpentait entre les marais sur près de 3 kilomètres. C'est dans cette zone reculée qu'ils établirent leur campement pour la nuit. L'endroit était idéal, suffisamment proche des étangs pour l'observation, mais assez élevé pour éviter les remontées d'humidité nocturnes. Antonin monta sa tente légèrement à l'écart du groupe, comme il en avait l'habitude pour laisser un peu d'intimité à ses clients. La soirée fut magique. Ils observèrent un ballet incessant d'oiseaux, flamants roses, hérons cendrés, aigrettes, avossettes et de nombreuses espèces de canards. Stefan Hoffmann était particulièrement excité par l'observation d'une colonie de flamands nains, une espèce moins commune en Camargue. Hans Müller multipliait les prises de vue, profitant de la lumière dorée du coucher de soleil. Vers 22 heures, épuisés par cette journée riche en découvertes, tous regagnèrent leur tente. Antonin vérifia une dernière fois l'équipement et s'assura que tout était en ordre, avant de se coucher. La nuit était calme, bercée par les cris lointains des oiseaux nocturnes et le bruissement du vent dans les roseaux. Le dimanche 17 septembre au matin, Antonin se réveilla vers 6 heures, comme à son habitude. Il sortit de sa tente et fut surpris par le silence inhabituel qui régnait dans le campement. Habituellement, Klaus Weber, qui était très matinal, était déjà debout à cette heure-là pour observer l'activité des oiseaux au lever du jour. Antonin s'approcha des tentes du groupe allemand et constata avec étonnement qu'elles étaient toutes vides. Les sacs de couchage étaient là, ainsi que la plupart des affaires personnelles, mais aucune trace des 5 personnes. Pensant d'abord qu'ils étaient partis observer les oiseaux sans le réveiller, Antonin prit ses jumelles et scruta les environs. Aucun signe du groupe. Il appela plusieurs fois, mais seul l'écho de sa voix lui répondit. L'inquiétude commença à le gagner. Il examina attentivement le sol autour du campement et remarqua des traces de pas qui s'éloignaient vers le sud-est, en direction d'une zone de marécage particulièrement dense. Les empreintes étaient nettes dans le sol humide, mais elles disparaissaient après une 50aine de mètres sur un terrain plus dur. Antonin suivit les traces aussi loin que possible, mais elles se perdaient dans une zone de roselière impénétrable. Il appela encore plusieurs fois, puis décida de retourner au campement pour utiliser sa radio.
À 8 heures précises, il contacta le poste de garde du parc naturel régional de Camargue pour signaler la disparition du groupe. Marc Delacroix, garde du parc depuis 15 ans, reçut l'appel d'Antonin avec incrédulité. Il connaissait bien le guide et savait qu'il n'était pas du genre à s'affoler pour rien. Marc demanda immédiatement des renforts et prévint la gendarmerie de Sainte-Marie-de-la-Mer. En moins d'une heure, une équipe de recherche était constituée. Les premiers gendarmes arrivèrent sur les lieux vers 10 heures, menés par le brigadier-chef Daniel Romero, un homme de 48 ans qui dirigeait la brigade de Sainte-Marie-de-la-Mer depuis 8 ans. Il était accompagné de 2 gendarmes et de Marc Delacroix qui connaissait parfaitement le terrain. L'enquête préliminaire révéla des éléments troublants. Toutes les affaires personnelles du groupe étaient restées dans les tentes. Passeport, portefeuille, téléphone portable, appareil photo. Seuls manquaient les vêtements qu'ils portaient la veille au soir et leurs chaussures de marche. L'équipement photographique de valeur était intact, ce qui écartait immédiatement l'hypothèse d'un vol. Plus troublant encore, aucun des téléphones portables n'avait émis de signal d'urgence. En 2007, la couverture réseau en Camargue était certes limitée, mais pas inexistante. Si le groupe avait eu un problème, au moins l'un d'entre eux aurait dû pouvoir donner l'alerte. Les recherches s'organisèrent rapidement. Une équipe cynophile fut dépêchée depuis Nîmes avec 2 chiens de recherche spécialisés dans la détection de personnes disparues. Un hélicoptère de la sécurité civile, basé à Nîmes-Garon, effectua plusieurs rotations au-dessus de la zone, scrutant chaque mètre carré des marécages environnants. Les chiens suivirent d'abord la même piste qu'Antonin avait repérée le matin, celle qui menait vers le sud-est. Mais leur comportement devint étrange après quelques centaines de mètres. Ils semblaient perdre totalement la trace, comme si les personnes recherchées s'étaient volatilisées. Les maîtres chiens, pourtant expérimentés, n'avaient jamais vu leurs animaux réagir de cette façon. Pendant 3 jours, les recherches se poursuivirent avec des moyens considérables. Plus de 50 personnes participèrent aux battues, gendarmes, pompiers, gardes du parc, bénévoles de la protection civile et même des habitants de Sainte-Marie-de-la-Mer qui connaissaient bien la région. Chaque étang, chaque roselière, chaque bosquet fut méthodiquement fouillé dans un rayon de 10 km autour du campement. L'hypothèse la plus probable pour les enquêteurs était celle d'un accident. La Camargue peut être un milieu hostile, particulièrement la nuit. Il était possible que le groupe se soit perdu dans l'obscurité et ait été victime d'un enlisement dans les marécages. Mais cette théorie présentait des failles. Pourquoi 5 personnes expérimentées auraient-elles quitté leur campement ensemble en pleine nuit? Et surtout, comment leurs corps n'avaient-ils pas été retrouvés après des recherches aussi approfondies? Le mystère s'épaississait d'heure en heure, et bientôt, cette disparition inexpliquée allait bouleverser la vie paisible de Sainte-Marie-de-la-Mer et marquer durablement les mémoires. Ce que personne ne pouvait imaginer à l'époque, c'est que la vérité était enfouie sous leurs pieds, dans un lieu que personne n'aurait songé à chercher, et qu'il faudrait attendre 15 longues années et les yeux perçants d'un satellite pour que la lumière soit enfin faite sur cette affaire. Les mois qui suivirent la disparition du groupe allemand transformèrent profondément la communauté de Sainte-Marie-de-la-Mer. Cette petite ville, habituée au rythme tranquille des pèlerinages et du tourisme ornithologique, se retrouvait soudain sous les projecteurs médiatiques nationaux et internationaux. L'affaire fit la une des journaux allemands, et des équipes de télévision débarquèrent régulièrement pour tenter de percer le mystère. Antonin Mercier vécut ces événements comme un véritable cauchemar. Bien qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui par la justice, il se sentait profondément responsable de ce qui était arrivé au groupe qui l'accompagnait. Les nuits d'insomnie se succédaient, hanté par les questions sans réponse. Avait-il commis une erreur dans le choix du lieu de campement? Aurait-il dû surveiller le groupe plus étroitement? Comment 5 personnes avaient-elles pu disparaître sans qu'ils s'en aperçoivent? Sa réputation professionnelle, construite patiemment au fil des années, s'effondra du jour au lendemain. Les réservations pour ces excursions furent massivement annulées et aucun nouveau client ne se manifestait. Les habitants de Sainte-Marie-de-la-Mer, pourtant bienveillants par nature, commencèrent à l'éviter.
Certains murmuraient qu'il devait forcément savoir quelque chose qu'il ne disait pas. Cette suspicion diffuse empoisonnait ses relations avec une communauté où il avait vécu paisiblement pendant des années. Marie Gardien, la propriétaire de l'hôtel de la plage, ressentait elle aussi les conséquences de cette tragédie. Son établissement avait été le dernier endroit où le groupe allemand avait été vu vivant, et cette association malheureuse nuisait à son image. Elle avait pourtant tout fait pour aider l'enquête, fournissant aux gendarmes tous les détails qu'elle pouvait se rappeler sur le comportement du groupe pendant leur séjour. Mais les clients potentiels, impressionnés par cette sombre histoire, préféraient désormais choisir d'autres hôtels. L'impact psychologique sur la famille Weber en Allemagne était dévastateur. Klaus et Ingrid laissaient derrière eux 2 enfants adolescents, Emma et Lukas, âgés respectivement de 16 et 14 ans. La sœur d'Ingrid, Petra Schulz, une infirmière de 38 ans vivant à Munich, dut interrompre sa carrière pour s'occuper de ses neveux et nièces. L'incertitude était peut-être encore plus difficile à supporter qu'un deuil traditionnel. Sans certitude sur le sort de leurs parents, les enfants oscillaient entre espoir et désespoir. Petra Schulz fit plusieurs voyages en Camargue dans les mois qui suivirent la disparition. Elle rencontra le brigadier-chef Romero, visita les lieux où son beau-frère et sa sœur avaient campé pour la dernière fois, interrogea tous ceux qui les avaient côtoyés. Cette femme déterminée refusait d'accepter que 5 personnes puissent s'évaporer sans laisser de traces. Elle engagea même un détective privé français, Michel Durand, ancien commissaire de police reconverti dans les enquêtes privées, pour poursuivre les recherches. Michel Durand était un homme méticuleux de 55 ans qui avait dirigé la brigade criminelle de Marseille pendant 10 ans avant de prendre sa retraite anticipée. Il connaissait bien la région de Camargue pour y avoir mené plusieurs enquêtes par le passé. Son investigation dura 6 mois et confirma ce que la gendarmerie avait déjà établi. Aucune piste concrète ne permettait d'expliquer la disparition du groupe. Durand explora toutes les hypothèses possibles. Il vérifia s'il n'y avait pas eu d'activité criminelle particulière dans la région à cette période, interrogea les braconniers connus des services de police, analysa les mouvements bancaires des victimes. Il poussa même l'investigation jusqu'à examiner la possibilité d'un enlèvement orchestré par une organisation criminelle. Mais aucun élément ne venait étayer cette théorie. Son rapport final, remis à Petra Schulz en mars 2008, ne faisait que confirmer l'inexplicable nature de cette disparition. Stefan Hoffmann laissait derrière lui une veuve, Margaret, et un fils de 25 ans, Thomas, qui venait de terminer ses études de médecine vétérinaire. La famille Hoffmann, profondément marquée par cette perte, créa une fondation en mémoire de Stefan pour financer des recherches sur la protection des zones humides européennes. Cette initiative donna un sens à leur douleur et permit de perpétuer l'engagement écologique qui avait animé Stefan toute sa vie. Hans Müller, le photographe, était célibataire, mais très proche de ses parents âgés qui vivaient près de Hambourg. Sa disparition les plongea dans un chagrin immense. Ces photos animalières, particulièrement celles prises en Camargue lors de ce voyage fatal, furent exposées dans plusieurs galeries allemandes en hommage à son talent. L'ironie cruelle voulait que ces dernières œuvres, capturées dans les heures précédant sa disparition, soient parmi ses plus belles réalisations. Greta Fischer était la plus jeune du groupe, et sa disparition bouleversa particulièrement son directeur de thèse, le professeur Heinrich Zimmermann de l'Université de Berlin. Cette brillante étudiante avait consacré 3 années de sa vie à des recherches sur l'impact du changement climatique sur les migrations aviaires. Son travail de doctorat, presque achevé, ne verrait jamais le jour. Le professeur Zimmermann témoigna lors de l'enquête de la passion et du sérieux de sa jeune collègue, écartant définitivement l'hypothèse d'une fugue volontaire. Au fil des mois, l'enquête officielle piétinait. Le brigadier-chef Romero avait exploré toutes les pistes imaginables. Les analyses des téléphones portables n'avaient révélé aucun appel suspect dans les jours précédant la disparition. Les comptes bancaires des victimes n'avaient montré aucune transaction anormale.
Les vérifications d'identité avaient confirmé que les 5 Allemands étaient bien ceux qu'ils prétendaient être, sans passé criminel ni dette particulière. Une théorie alternative émergea progressivement, celle d'un accident collectif dans les sables mouvants. La Camargue compte en effet plusieurs zones où le sol gorgé d'eau peut devenir extrêmement dangereux. Il était possible que le groupe, s'étant aventuré de nuit dans une zone marécageuse mal connue, ait été victime d'un enlisement fatal. Cette hypothèse expliquait l'absence de corps. Les sables mouvants de Camargue peuvent engloutir complètement leurs victimes, ne laissant aucune trace en surface. Cependant, cette théorie présentait elle aussi des failles importantes. D'abord, aucune des zones de sable mouvant connues ne se trouvait dans le périmètre où les recherches avaient été concentrées. Ensuite, il était peu probable que 5 personnes expérimentées se soient toutes aventurées ensemble dans un terrain si dangereux, particulièrement Stefan Hoffmann, qui connaissait bien les risques des zones humides européennes. En septembre 2008, exactement 1 an après la disparition, les autorités françaises décidèrent de classer l'affaire. Le procureur de la République de Tarascone, Bruno Castellane, expliqua lors d'une conférence de presse que toutes les investigations possibles avaient été menées sans résultat. L'hypothèse retenue officiellement était celle d'un accident dans les marécages, même si aucune preuve formelle ne venait l'étayer. Cette décision provoqua l'indignation des familles allemandes. Petra Schulz organisa une manifestation devant le consulat de France à Munich, réclamant la poursuite des recherches. Les médias allemands dénoncèrent ce qu'ils présentaient comme un abandon de l'enquête par les autorités françaises. Les relations diplomatiques entre les 2 pays furent temporairement tendues par cette affaire qui prenait une dimension politique. Malgré la fermeture officielle du dossier, certaines personnes refusaient d'abandonner. Antonin Mercier, rongé par la culpabilité, continuait ses propres recherches. Chaque week-end, il retournait dans la zone où le groupe avait disparu, explorant systématiquement chaque recoin, chaque roselière, chaque bosquet. Cette quête obsessionnelle l'isolait encore davantage de la communauté locale, qui le considérait désormais comme un homme brisé par les événements. Marc Delacroix, le garde du parc, partageait cette obstination. En tant que professionnel de la Camargue, il était convaincu qu'un groupe de 5 personnes ne pouvait pas disparaître sans laisser de traces dans un territoire qu'il connaissait par cœur. Il modifiait régulièrement ses itinéraires de surveillance pour passer par la zone du drame, espérant toujours découvrir un indice que les précédentes recherches auraient manqué. Au fil des années, l'affaire de la Camargue devint l'un de ces mystères non résolus qui alimentent les théories les plus diverses. Des documentaires furent réalisés, des livres écrits, des forums Internet créés, où les amateurs d'énigmes échangeaient leurs hypothèses. Certains évoquaient une intervention extraterrestre, d'autres un complot gouvernemental, d'autres encore l'existence d'un tueur en série opérant dans les parcs naturels européens. Ces spéculations fantaisistes ajoutaient à la souffrance des familles, qui voyaient la mémoire de leurs proches transformée en spectacle médiatique. Petra Schulz dut même engager un avocat pour faire cesser la publication d'un livre qui présentait son beau-frère Klaus comme un espion industriel allemand ayant organisé sa propre disparition pour échapper à des créanciers. La vie à Sainte-Marie-de-la-Mer finit par reprendre son cours normal, mais l'ombre de cette tragédie planait toujours sur la communauté. Le tourisme ornithologique, pourtant vital pour l'économie locale, avait considérablement diminué. Les guides professionnels de la région durent diversifier leurs activités, se tournant vers le tourisme équestre ou les visites culturelles pour compenser la perte de clientèle. En 2012, 5 ans après les faits, une cérémonie commémorative fut organisée sur les lieux de la disparition. Les familles allemandes firent le déplacement, accompagnées du consul d'Allemagne à Marseille. Une stèle fut érigée en mémoire des 6 disparus, avec une inscription en français et en allemand. À la mémoire de Klaus Weber, Ingrid Weber, Hans Müller, Greta Fischer, Stefan Hoffmann et Antonin Mercier, disparus en ces lieux le 17 septembre 2007. Que la nature qu'ils aimaient tant garde leurs souvenirs.
Car effectivement, Antonin Mercier était lui aussi considéré comme une victime de cette tragédie. Bien que son corps n'ait jamais été retrouvé non plus, les autorités avaient conclu qu'il avait probablement subi le même sort que le groupe qui l'accompagnait. Cette conclusion officielle avait permis à sa famille de bénéficier des indemnités d'assurance et d'organiser des obsèques symboliques. Les années passèrent, et l'affaire de Camargue rejoignit progressivement les archives des mystères non élucidés. Mais le 22 septembre 2022, 15 ans jour pour jour après la disparition, un événement allait tout changer. Ce matin-là, dans les bureaux du Centre national d'études spatiales à Toulouse, l'ingénieur cartographe Julien Morvan effectuait une routine de mise à jour des cartes satellites de la région méditerranéenne française. Julien, âgé de 34 ans, était spécialisé dans l'analyse d'images satellites haute résolution pour la surveillance environnementale. Il travaillait sur un programme de suivi de l'évolution des zones humides françaises, utilisant les dernières technologies de satellites d'observation terrestre. La résolution des images, dont il disposait, atteignait désormais 50 cm, permettant de distinguer des détails impossibles à percevoir avec les technologies disponibles en 2007. Ce matin-là, Julien analysait une série d'images de la Camargue prises par le satellite Pléiade Néo, lancé en 2021. Il comparait ces nouvelles images avec celles prises par les générations précédentes de satellites pour mesurer l'évolution de la végétation et des niveaux d'eau sur 15 ans. C'était un travail minutieux mais routinier que Julien effectuait depuis plusieurs années sur différentes régions françaises. Vers 10h30, en examinant une zone située à environ 15 km au nord-est de Sainte-Marie-de-la-Mer, Julien remarqua une anomalie sur les images les plus récentes. Dans une zone apparemment vierge de construction, il distinguait des formes géométriques régulières sous la surface du sol. Ces motifs, invisibles à l'œil nu depuis le sol, apparaissaient clairement sur les images satellites grâce aux variations de température et d'humidité du terrain. L'expérience avait appris à Julien que de telles anomalies pouvaient révéler la présence de structures enfouies, vestiges archéologiques, anciennes fondations ou installations industrielles abandonnées. Il isola la zone concernée et l'examina avec différents filtres spectraux pour mieux comprendre la nature de ces structures souterraines. Les images révélaient un ensemble complexe de formes rectangulaires et circulaires, organisées selon un plan qui ne devait rien au hasard. La structure principale semblait mesurer environ 20 mètres sur 15, avec plusieurs annexes plus petites. L'ensemble était situé dans une zone de garrigue apparemment naturelle, sans aucun accès visible par la route. Intrigué par cette découverte, Julien consulta les archives cartographiques pour vérifier s'il existait des traces de construction anciennes dans cette zone. Il éplucha les cartes de l'état-major du XIXe siècle, les photographies aériennes de l'IGN depuis les années 50, et même les cadastres napoléoniens conservés aux archives départementales. Aucun document ne mentionnait la moindre construction dans ce secteur. Plus troublant encore, en comparant les images satellites prises entre 2000 et 2022, Julien constatait que ces anomalies étaient devenues plus visibles au fil des années. Ce phénomène s'expliquait par l'évolution de la végétation en surface. Les plantes qui poussaient au-dessus des structures enterrées avaient un comportement différent de celles du terrain environnant, créant progressivement des contrastes de plus en plus marqués. Julien décida de signaler sa découverte à ses supérieurs hiérarchiques. Le directeur du département de télédétection environnementale, Claude Berthelot, examina les images avec attention. Ancien archéologue, reconverti dans l'imagerie satellite, il avait l'habitude de ce type de découverte fortuite. Mais la complexité et l'organisation de ces structures souterraines l'intriguaient particulièrement. Berthelot contacta immédiatement la Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour signaler cette découverte potentiellement archéologique. Selon la législation française, toute structure enterrée découverte par imagerie satellite devait faire l'objet d'une déclaration auprès des services compétents du ministère de la Culture.
L'archéologue régional, Dr Sylvie Bonnefoy, spécialiste de l'archéologie médiévale en Provence, se déplaça à Toulouse le surlendemain pour examiner les images satellites. Elle fut immédiatement frappée par l'organisation de ces structures qui ne correspondaient à aucune architecture historique connue dans la région. Les formes étaient trop géométriques et trop organisées pour être d'origine antique ou médiévale. Dr Bonnefoy décida d'organiser une mission de reconnaissance sur le terrain. Elle constitua une équipe composée d'elle-même, de Julien Morvan pour l'aspect technique, et de Marc Delacroix, le garde du parc naturel de Camargue, qui connaissait parfaitement la zone concernée. La mission était prévue pour le lundi 26 septembre 2022. Marc Delacroix accueillit cette nouvelle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. 15 ans après la disparition du groupe allemand, il n'avait jamais cessé de surveiller attentivement cette région. L'idée qu'il puisse exister des structures souterraines dans une zone qu'il croyait connaître parfaitement le troublait profondément. Une pensée effrayante commençait à germer dans son esprit. Et si ces structures avaient un lien avec la mystérieuse disparition de 2007? La veille de la mission de reconnaissance, Marc Delacroix ne put fermer l'œil de la nuit. Il repensait aux longues recherches menées 15 ans plus tôt, aux battues méthodiques qui avaient exploré chaque mètre carré de cette zone sans rien découvrir. Comment des structures importantes avaient-elles pu échapper à l'attention de dizaines de chercheurs expérimentés? Cette question lancinante allait bientôt trouver une réponse qui dépasserait toutes les hypothèses imaginées jusqu'alors. Le lundi 26 septembre 2022, l'équipe de reconnaissance se retrouva à 8 heures précises devant le poste de garde du parc naturel régional de Camargue. Dr Sylvie Bonnefoy était accompagnée de son assistant Thierry Lamotte, un jeune archéologue de 28 ans spécialisé dans les techniques de prospection géophysique. Julien Morvan avait apporté son matériel de géolocalisation par satellite pour repérer avec précision les structures détectées sur les images. Marc Delacroix, visiblement tendu, guida l'équipe vers la zone d'intérêt par une succession de pistes de terre battues. Le trajet durait environ 45 minutes en véhicule tout-terrain, à travers des paysages de marécages et de garrigues typiques de la Camargue orientale. Plus il s'approchait du site, plus Marc sentait son malaise grandir. Cette région était celle où il avait passé des dizaines d'heures à chercher des traces du groupe disparu, sans jamais rien découvrir. Arrivé sur les lieux, l'équipe commença par délimiter précisément la zone d'anomalie détectée par satellite. Julien Morvan utilisa son GPS différentiel pour marquer les coordonnées exactes des structures souterraines. Thierry Lamotte déploya son matériel de prospection géophysique. Un géoradar portable capable de détecter les variations de densité du sous-sol jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Les premiers passages du géoradar confirmèrent spectaculairement les observations satellites. Les écrans de l'appareil révélaient clairement la présence de structures artificielles enterrées à environ 2 mètres sous la surface. La forme principale, rectangulaire, mesurait effectivement une vingtaine de mètres de long sur 15 de large. Plusieurs structures plus petites l'entouraient, reliées entre elles par ce qui ressemblait à des galeries souterraines. Dr Bonnefoy était de plus en plus perplexe. L'architecture révélée par le géoradar ne correspondait à aucune période historique connue. Les angles droits parfaits, l'organisation géométrique de l'ensemble et l'utilisation apparente de matériaux modernes, détectés par les variations d'écho du radar, suggéraient une construction contemporaine. Mais dans ce cas, comment expliquer l'absence totale de traces administratives ou cadastrales? Marc Delacroix, qui suivait les opérations avec une attention fiévreuse, demanda soudain à examiner les relevés du géoradar. Il connaissait cette zone par cœur et quelque chose dans l'organisation des structures souterraines lui rappelait un détail important. Après quelques minutes d'examen, son visage se décomposa. Cette structure principale, dit-il d'une voix blanche en pointant l'écran du géoradar, elle se trouve exactement à l'endroit où nous avions perdu la trace des disparus en 2007. Les traces de pas s'arrêtaient à une 50aine de mètres d'ici, pile au-dessus de ce qui semble être l'entrée de cette construction.
Un silence glacial s'abattit sur l'équipe. Docteur Bonnefoy réalisa soudain qu'il n'était peut-être pas en présence d'un site archéologique ordinaire. Si Marc Delacroix avait raison, ces structures souterraines pourraient être liées à la disparition mystérieuse qui avait marqué la région 15 ans plus tôt. Jerry Lamotte, poussé par la curiosité scientifique, proposa d'effectuer un sondage exploratoire pour déterminer la nature exacte de ces structures. Avec une simple pelle et quelques outils de base, il serait possible de creuser un petit puits d'exploration pour examiner les matériaux de construction et estimer l'âge de l'installation. Docteur Bonnefoy hésita. Si ces structures étaient effectivement liées à une affaire criminelle, toute intervention archéologique risquait de compromettre une enquête judiciaire. D'un autre côté, il ne pouvait pas laisser passer cette découverte sans l'explorer davantage. Elle décida de contacter immédiatement le procureur de la République de Tarascon pour l'informer de la situation. Le procureur adjoint François Moulin, qui avait succédé à Bruno Castellane en 2015, prit immédiatement la mesure de la situation. Il ordonna la suspension des opérations archéologiques et demanda l'intervention de la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, spécialisée dans les affaires criminelles complexes. Le capitaine Sophie Merchant, responsable de la section de recherche, arriva sur les lieux dans l'après-midi même, accompagnée d'une équipe technique de la police scientifique. Cette femme de 42 ans, diplômée de l'École nationale supérieure de police, avait une longue expérience des affaires de disparition et de crimes organisés dans le sud de la France. L'examen préliminaire du site par l'équipe de police scientifique révéla des détails troublants. Le géoradar détectait non seulement des structures en béton, mais aussi des traces métalliques importantes, tuyauteries, systèmes de ventilation et même ce qui ressemblait à des installations électriques. L'ensemble suggérait une construction souterraine sophistiquée, conçue pour abriter des personnes pendant des périodes prolongées. Plus inquiétant encore, l'analyse spectroscopique du sol révélait des traces anormales de composés chimiques à proximité de ce qui semblait être l'entrée principale de la structure. Ces substances, caractéristiques des produits de désinfection industrielle, indiquaient une activité humaine récente et intensive dans cette zone apparemment vierge. Le capitaine Merchant décida d'organiser une excavation en règle, mais en prenant toutes les précautions nécessaires pour préserver d'éventuelles preuves criminelles. Une équipe spécialisée dans l'archéologie criminelle fut dépêchée depuis Lyon, avec du matériel de fouille permettant de documenter méthodiquement chaque découverte. Pendant que les préparatifs s'organisaient, le capitaine Merchant ressortit le dossier de la disparition de 2007. Elle étudia minutieusement tous les témoignages, tous les rapports d'expertise, toutes les hypothèses qui avaient été explorées à l'époque. La coïncidence géographique entre le lieu de disparition et la découverte de ces structures souterraines était trop flagrante pour être fortuite. Elle interrogea longuement Marc Delacroix sur les circonstances précises des recherches menées en 2007. Le garde du parc lui confirma que cette zone avait été explorée de fond en comble, avec des chiens, des détecteurs de métaux et même des sondes pour vérifier la consistance du sol. Comment une installation souterraine de cette importance avait-elle pu échapper à tous ces moyens de détection? La réponse vint de Thierry Lamotte, l'archéologue spécialisé en prospection géophysique. En analysant plus finement les données du géoradar, il découvrit que la structure était recouverte d'une couche de matériaux spécialement conçus pour absorber les ondes radar. Cette technique, utilisée dans l'industrie militaire pour créer des installations furtives, expliquait pourquoi les moyens de détection traditionnels n'avaient rien révélé 15 ans plus tôt. Le mardi 27 septembre, les fouilles commencèrent sous la direction conjointe du capitaine Merchant et de docteur Bonnefoy. L'excavation révéla d'abord une couche de terre et de végétation d'environ 50 cm d'épaisseur, puis une couche de matériaux composites gris-noir que personne dans l'équipe ne parvint à identifier immédiatement. Sous cette couche protectrice apparut une dalle de béton armée de fabrication manifestement récente.
La qualité du béton et la sophistication du ferraillage indiquaient un travail professionnel, réalisé par des spécialistes du génie civil. Des orifices de ventilation et des passages pour câbles électriques étaient intégrés dans la structure, confirmant qu'il s'agissait bien d'une installation conçue pour être habitée. Le plus troublant était l'état de conservation parfait de cette dalle. Malgré 15 années passées sous terre dans un environnement humide, le béton ne présentait aucune trace de dégradation. Les joints d'étanchéité étaient intacts, suggérant que l'installation souterraine était parfaitement isolée de l'humidité extérieure. En fin d'après-midi, l'équipe découvrit ce qui semblait être un système d'ouverture dissimulé dans un angle de la dalle. Un mécanisme complexe, actionné par un levier hydraulique, permettait de soulever une section de la dalle pour accéder à l'intérieur de la structure. Le système était conçu pour être commandé depuis l'extérieur, mais aussi depuis l'intérieur en cas d'urgence. Le capitaine Merchant ordonna l'arrêt des fouilles pour la journée. Elle voulait s'assurer que toutes les précautions étaient prises avant d'ouvrir cette mystérieuse installation souterraine. Des analyses de l'air ambiant furent programmées pour vérifier l'absence de gaz toxiques, et une équipe de démineurs fut alertée par mesure de sécurité. Cette nuit-là, Marc Delacroix ne put trouver le sommeil. L'idée qu'il avait marché pendant des années au-dessus de cette installation, sans jamais s'en douter, le hantait. Pire encore, il ne pouvait chasser de son esprit l'horrible possibilité que les 6 disparus de 2007 se trouvent encore quelque part dans cette structure souterraine. Après 15 années d'interrogation et de culpabilité, la vérité semblait enfin à portée de main, mais elle promettait d'être plus terrifiante que tout ce qu'il avait pu imaginer. Le mercredi 28 septembre 2022, à 9 heures précises, l'équipe technique de la police scientifique procéda à l'ouverture de la structure souterraine. Les analyses atmosphériques avaient révélé la présence d'air vicié mais non toxique, suggérant que l'installation était hermétiquement close depuis plusieurs années. Le capitaine Merchant, équipé d'un masque respiratoire et accompagné de 2 techniciens spécialisés, fut la première à descendre dans cette mystérieuse construction. Ce qu'elle découvrit dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer au cours de ses 20 années de carrière dans la police criminelle. L'installation souterraine était un véritable complexe de survie, composé de plusieurs salles reliées par des couloirs étroits. L'ensemble était éclairé par un système d'éclairage de secours alimenté par des batteries au lithium encore partiellement chargées. La salle principale, celle qui correspondait à la structure rectangulaire détectée par satellite, était aménagée comme un dortoir collectif. 12 lits superposés étaient alignés le long des murs, équipés de matelas et de couvertures militaires. Au centre de la pièce, une table massive en bois brut était entourée de chaises dépareillées. L'ensemble dégageait une impression de vie communautaire spartane, presque monastique. Une deuxième salle, plus petite, servait manifestement de cuisine et de réfectoire. Elle était équipée d'un réchaud à gaz industriel, d'un réfrigérateur de grande capacité et d'étagères métalliques remplies de conserves alimentaires. Un système de ventilation sophistiqué évacuait les odeurs et renouvelait l'air de cette pièce aveugle. La nourriture stockée était constituée principalement de rations militaires et de conserves à longue durée de conservation. La troisième salle était la plus troublante. Elle contenait une bibliothèque impressionnante, composée exclusivement d'ouvrages sur la survie en milieu hostile, l'apocalypse climatique et les techniques de vie en autarcie. Des centaines de livres étaient soigneusement rangés sur des étagères qui couvraient tous les murs. Au centre de la pièce, un bureau supportait des cahiers manuscrits remplis de notes et de calculs. Le capitaine Merchant saisit l'un de ces cahiers et commença à le feuilleter. L'écriture était soignée, méthodique, presque obsessionnelle. Les pages contenaient des plannings détaillés, des calculs de rations alimentaires, des exercices de survie et des réflexions philosophiques sur la fin de la civilisation industrielle. En tête de chaque cahier, une signature. Frère Mathieu Dubois, guide spirituel de la communauté des derniers jours. Une quatrième salle, plus petite, semblait servir d'infirmerie rudimentaire. Elle contenait du matériel médical de base, des médicaments de première nécessité et, plus inquiétant,
des produits chimiques dont la nature exacte nécessiterait une analyse approfondie. Des flacons étiquetés à la main portaient des mentions comme sédatif d'urgence ou traitement de la résistance spirituelle. La découverte la plus choquante attendait l'équipe dans une 5e salle, accessible par un couloir étroit et dissimulée derrière une fausse cloison. Cette pièce était aménagée en cellule de détention, avec des barreaux soudés au mur et un système de fermeture à double verrou. Le sol était recouvert de matelas souillés, et l'air y était particulièrement nauséabond malgré le système de ventilation. Sur les murs de cette cellule, des graffitis en allemand avaient été gravés avec des objets pointus. Le capitaine Merchant, qui parlait couramment cette langue pour avoir servi dans le cadre d'échanges européens, déchiffra avec horreur des messages de détresse. « Nous sommes prisonniers depuis des mois. Ils nous forcent à participer à leurs expériences. Klaus est très malade. Il refuse de le soigner. » L'un des graffitis, signé Greta F., était particulièrement poignant. « Si quelqu'un trouve ce message, nous avons été enlevés le 16 septembre 2007, près de notre campement. Ils nous disent que c'est pour notre bien, pour nous préparer à la fin du monde. Nous essayons de résister, mais ils ont des armes et des drogues. S'il vous plaît, prévenez nos familles que nous les aimons. » Le capitaine Merchant ressortit immédiatement de la structure souterraine et ordonna le bouclage complet du site. Cette découverte transformait radicalement la nature de l'enquête. Il n'était plus face à un mystère archéologique, mais devant la scène de crime d'un enlèvement collectif suivi de séquestration. L'affaire de la disparition de Camargue venait de basculer dans l'horreur criminelle. L'exploration méthodique de l'installation révéla progressivement l'ampleur et la sophistication de cette organisation sectaire. Un système de galeries souterraines reliait le complexe principal à 3 autres structures plus petites, apparemment destinées au stockage de matériel et de vivres. L'ensemble avait nécessité des mois de travaux de terrassement et de construction réalisés avec des moyens techniques considérables. Dans le bureau de frère Mathieu, les enquêteurs découvrirent une documentation détaillée sur ce qui était présenté comme la préparation spirituelle et physique aux temps apocalyptiques. Les cahiers manuscrits décrivaient un programme d'entraînement intensif destiné à purifier les âmes élues et à les préparer à survivre à l'effondrement de la civilisation. Le programme était d'une cruauté méthodique. Les nouveaux arrivants étaient d'abord drogués et isolés pour briser leur résistance psychologique. Puis ils subissaient un conditionnement progressif alternant privations alimentaires, exercices physiques épuisants et endoctrinement religieux. L'objectif affiché était de créer une communauté de survivants parfaits, capables de rebâtir le monde après l'apocalypse. Les notes de frère Mathieu révélaient un personnage au délire mystique inquiétant. Il se présentait comme un prophète envoyé pour sauver l'humanité de sa propre destruction. Selon sa vision, seuls ceux qui acceptaient de subir ces épreuves de purification pourraient survivre aux catastrophes climatiques et sociales qui allaient bientôt frapper la planète. Plus troublant encore, les cahiers contenaient des portraits psychologiques détaillés des victimes allemandes. Frère Mathieu avait étudié leur profil avant de les enlever, identifiant en eux des candidats idéaux pour sa communauté, des personnes instruites, passionnées par la nature et donc susceptibles de comprendre l'urgence écologique qu'il prêchait. L'enlèvement lui-même était décrit avec une précision glaçante. Frère Mathieu et ses complices avaient surveillé le groupe d'Antonin Mercier depuis leur arrivée à Sainte-Marie-de-la-Mer. Ils connaissaient leur itinéraire, leurs habitudes, et avaient choisi le moment optimal pour frapper. La nuit du camping sauvage, dans une zone isolée où personne ne pourrait entendre leurs appels à l'aide. Les ravisseurs avaient utilisé des gaz soporifiques pour endormir leurs victimes sans résistance, puis ils les avaient transportées dans l'installation souterraine où commençait leur formation spirituelle. Antonin Mercier, le guide français, n'était pas initialement prévu dans le plan, mais sa présence avait obligé les sectaires à l'inclure dans l'enlèvement pour éviter qu'il donne l'alerte. L'identification de frère Mathieu ne posa pas de difficultés particulières aux enquêteurs. Les recherches dans les fichiers de police révélèrent
qu'il s'agissait en réalité de Mathieu Dubois, un ancien ingénieur en travaux publics âgé de 54 ans, connu des services pour ses activités dans diverses sectes apocalyptiques depuis les années 90. Dubois avait grandi dans une famille de petits agriculteurs des Cévennes. Brillant élève, il avait intégré une école d'ingénieur et fait une carrière prometteuse dans la construction de barrages et d'ouvrages hydrauliques. Mais au début des années 90, une série d'épreuves personnelles, divorce difficile, dépression, perte d'emploi, l'avait conduit vers des groupes spirituels de plus en plus radicaux. Il avait d'abord rejoint une communauté néo-rurale dans les Pyrénées, puis une secte survivaliste en Ardèche, avant de fonder sa propre organisation, la Communauté des Derniers Jours. Cette secte, officiellement déclarée comme association cultuelle, prêchait l'imminence de l'apocalypse écologique et la nécessité de se préparer spirituellement et matériellement à la survie. Dubois avait utilisé ses compétences techniques pour concevoir et construire le complexe souterrain de Camargue. Il avait recruté plusieurs adeptes parmi d'anciens militaires et des marginaux en quête de sens, formant ainsi un groupe d'une dizaine de personnes totalement dévouées à sa cause. L'installation avait été construite progressivement entre 2004 et 2006 dans le plus grand secret. Le choix de la Camargue n'était pas fortuit. Cette région isolée offrait de nombreuses cachettes naturelles et était peu surveillée, en dehors des zones touristiques principales. De plus, Dubois était convaincu que les zones humides seraient parmi les premières touchées par les catastrophes climatiques, ce qui en faisait un terrain d'entraînement idéal pour ses élus. L'analyse des cahiers de frère Mathieu révéla progressivement le sort tragique des 6 victimes. Les 5 Allemands et Antonin Mercier avaient été maintenus en détention dans l'installation souterraine pendant près de 2 ans. Ils subissaient quotidiennement le programme de purification conçu par Dubois. Privations alimentaires, exercices physiques épuisants, endoctrinement religieux intensif. Certains, comme Greta Fischer et Hans Müller, avaient tenté de résister à ce conditionnement. Ils subissaient alors des traitements correctifs particulièrement cruels. Isolement prolongé, administration forcée de drogues hallucinogènes et ce que Dubois appelait pudiquement des épreuves de soumission spirituelle. Stefan Hoffmann, l'ornithologue de 52 ans, avait été le premier à succomber. Sa santé fragile n'avait pas résisté aux conditions de détention et aux privations imposées par ses geôliers. Sa mort, survenue en mars 2008 selon les notes de Dubois, avait été présentée aux autres prisonniers comme une libération spirituelle et un passage vers l'état supérieur. Klaus et Ingrid Weber avaient survécu plus longtemps, mais leur résistance s'était progressivement érodée sous l'effet du conditionnement psychologique. Les dernières mentions les concernant, datées de septembre 2009, décrivaient leur conversion complète et leur acceptation du rôle de guide spirituel junior auprès des futurs captifs. Antonin Mercier avait été le plus difficile à convertir, selon les termes de Dubois. Son expertise de la région et sa connaissance des techniques de survie en faisaient paradoxalement un prisonnier particulièrement dangereux. Il avait organisé plusieurs tentatives d'évasion et refusait catégoriquement de participer au rituel de la secte. La dernière mention d'Antonin dans les cahiers datait de janvier 2010. Dubois y décrivait son exécution comme un sacrifice nécessaire pour protéger la pureté spirituelle de la communauté. Le guide français était devenu trop dangereux et son influence négative sur les autres captifs mettait en péril tout le projet sectaire. Greta Fischer et Hans Müller avaient été les derniers survivants. Leur mention s'arrêtait brutalement en juin 2010 sans explication détaillée. Les enquêteurs en déduisirent qu'ils avaient probablement subi le même sort que leurs compagnons d'infortune, victimes de la paranoïa croissante de leurs geôliers. L'abandon de l'installation souterraine semblait dater de 2011. Les dernières notes de Dubois évoquaient des signes divins, l'incitant à abandonner ce lieu souillé par la résistance des impurs. Il avait probablement transféré sa secte vers un autre site, emmenant avec lui les quelques adeptes qui lui restèrent fidèles.
Les recherches pour retrouver Mathieu Dubois et ses complices s'organisèrent immédiatement à l'échelle nationale. Un mandat d'arrêt européen fut lancé, et Interpol fut alerté de la possibilité que la secte ait étendu ses activités à d'autres pays. L'homme était désormais recherché pour enlèvement, séquestration, homicide volontaire et constitution d'associations de malfaiteurs. L'enquête révéla progressivement l'ampleur du réseau constitué par Dubois. Sa secte comptait une quinzaine d'adeptes actifs, répartis dans plusieurs régions françaises. Certains étaient chargés du recrutement de nouvelles victimes, d'autres de la logistique et du financement des opérations. Tous partageaient la même obsession apocalyptique et la même vénération pour leur guide spirituel. Le 3 octobre 2022, Mathieu Dubois fut arrêté dans un refuge isolé des Alpes de Haute-Provence où il préparait apparemment une nouvelle installation souterraine. Il était accompagné de 3 adeptes qui furent également interpellés. Confronté aux preuves découvertes en Camargue, il ne nia pas les faits, mais maintint jusqu'au bout qu'il avait agi pour sauver l'humanité de sa propre destruction. Lors de ses interrogatoires, Dubois se montra totalement imperméable au remords. Il expliqua froidement que ses victimes avaient eu l'honneur de participer à la plus grande expérience spirituelle de l'histoire humaine. Selon lui, leur sacrifice était nécessaire pour perfectionner les techniques de survie qui permettraient à l'humanité de traverser l'apocalypse à venir. Le procès de Mathieu Dubois et de ses complices s'ouvrit en mai 2023 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Les familles allemandes, représentées par Petra Schulz, se constituèrent partie civile. Après 16 ans d'incertitude, elles pouvaient enfin connaître la vérité sur le sort de leurs proches et entamer un véritable travail de deuil. L'émotion fut particulièrement intense lorsque les graffitis gravés par les victimes dans leurs cellules furent projetés devant la cour. Ces derniers messages, témoignages poignants de leur détresse et de leur espoir, bouleversèrent l'assistance et les jurés. Petra Schulz s'effondra en entendant la lecture du message de sa sœur Ingrid. « Klaus et moi pensons à nos enfants chaque jour. Nous espérons qu'ils grandiront en sachant que nous les aimons plus que tout. » Mathieu Dubois fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Ses 3 complices écopèrent de peines allant de 15 à 25 ans de réclusion criminelle. La Cour retint les circonstances aggravantes de préméditation, de torture et d'actes de barbarie, ainsi que la constitution d'une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes. Au-delà de la dimension judiciaire, cette affaire souleva des questions importantes sur la surveillance des sectes en France et la protection des personnes vulnérables. L'installation souterraine de Camargue révélait un niveau de sophistication et d'organisation qui interrogeait sur les moyens dont disposent certaines organisations sectaires pour mener leurs activités criminelles. La découverte de cette installation eut également un impact profond sur la communauté de Sainte-Marie de la Mer. Après 16 années de questionnements et de rumeurs, la vérité était enfin connue, mais elle était plus horrible que tout ce qui avait été imaginé. Le mystère romantique d'une disparition inexpliquée laissait place à la réalité sordide d'un crime sectaire particulièrement odieux. Marc Delacroix, le garde du parc, ressentit un mélange de soulagement et de culpabilité. D'un côté, il était soulagé de connaître enfin la vérité sur cette affaire qui l'avait hanté pendant des années. De l'autre, il ne pouvait s'empêcher de penser que s'il avait été plus perspicace, plus attentif aux signes, peut-être aurait-il pu sauver ces vies innocentes. Marie Gardiane, la propriétaire de l'hôtel de la plage, vécut cette révélation avec une émotion particulière. Elle revoyait encore Klaus et Ingrid Weber dans le petit salon de son hôtel, planifiant avec enthousiasme leur excursion ornithologique. Savoir qu'ils avaient vécu un calvaire de plusieurs années dans cette prison souterraine lui brisait le cœur. L'installation de Camargue fut entièrement détruite après la fin de l'enquête judiciaire. Les autorités décidèrent de ne laisser aucune trace de ce lieu de souffrance, estimant qu'il ne devait pas devenir un site de pèlerinage morbide. L'emplacement fut replanté avec des espèces végétales locales, dans l'espoir que la nature efface progressivement les traces de cette tragédie humaine.
Un mémorial discret fut néanmoins érigé à quelques centaines de mètres du site, en bordure de la piste d'accès. Cette stèle sobre, réalisée en pierre de cassis, porte les noms des 6 victimes et une inscription en français et en allemand. À la mémoire de Klaus Weber, Ingrid Weber, Hans Müller, Greta Fischer, Stéphane Hoffmann et Antonin Mercier. Victimes de la folie humaine, ils reposent désormais en paix dans la nature qu'ils aimaient. Cette affaire marqua également un tournant dans la surveillance des sectes en France. Les autorités renforcèrent les moyens de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et développèrent de nouveaux outils de détection des installations clandestines grâce à l'imagerie satellite. Pour les familles allemandes, cette vérité tardive permit enfin d'entamer un véritable processus de deuil. Petra Schulz organisa une cérémonie commémorative en Camargue, réunissant tous ceux qui avaient connu et aimé les victimes. Elle y prononça un discours émouvant. Nos proches ont été victimes de la folie d'un homme qui prétendait les sauver. Mais leur mémoire nous enseigne que l'humanité véritable réside dans l'amour, le respect et la liberté, valeurs qu'aucun fanatisme ne pourra jamais détruire. Cette histoire nous révèle comment la manipulation psychologique et le fanatisme religieux peuvent transformer des convictions écologiques légitimes en instruments de destruction humaine. Les victimes de Camargue étaient des personnes cultivées, passionnées par la protection de la nature, qui sont devenues les proies d'un prédateur habile, exploitant leurs inquiétudes environnementales. Leur tragédie nous rappelle l'importance de rester vigilants face aux discours apocalyptiques qui prétendent détenir la vérité absolue sur l'avenir de notre planète. Avez-vous remarqué les signes précurseurs qui auraient pu alerter sur les véritables intentions de Mathieu Dubois? Comment une surveillance accrue des mouvements sectaires pourrait-elle prévenir de telles tragédies? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces affaires criminelles complexes qui révèlent les aspects les plus sombres de la nature humaine.